Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review de l'épisode 8 de Daredevil Born Again, actuellement disponible et diffusé sur Disney+. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce 8e et avant-dernier épisode de cette 4e saison de la série Daredevil? Eh bien que c'est compliqué. Il y a en fait des bonnes choses et des mauvaises choses qui viennent s'entremêler dans un tout à la fois inconsistant mais consistant dans son fourre-tout. Bon, c'est très compliqué, mon appréciation de l'épisode est très mitigée et très disparate, parce que d'un côté, je me rends très bien compte que l'épisode est d'une manière générale mieux réalisé et un peu mieux construit que les épisodes précédents, et on sent que là c'est vraiment la nouvelle équipe créative, ou du moins, comme je l'avais dit dans la review précédente, c'est les épisodes du reboot créatif de la série qui a eu lieu juste après la grève des scénaristes, qui a eu lieu il y a quelques années, et qui a mené en fait à un reshoot complet, quasi total de la série. Sauf qu'effectivement, quand on voit le résultat final, on se rend bien compte qu'en réalité, c'est l'épisode 1, 8 et 9 qui sont 100% entre guillemets originaux de ce reboot créatif qui a eu lieu en production de série. Et ça se ressent. Ça se ressent parce que là, on a déjà tous les éléments des anciennes saisons qui refont surface et qui sont vraiment de nouveau mis en route. En fait, c'est vraiment, là pour le coup, la suite de la saison 3 avec voilà, Poindexter, Bullseye, Vanessa, Fisk, tous les liens et tous les passifs qu'ils ont entre eux. Et ouais, en fait, là, on a l'impression qu'enfin, on est revenu à l'intrigue principale. Et bah, le problème, c'est qu'on est à l'épisode 8 d'une saison en 9 épisodes. Par conséquent, bah, rétrospectivement, on a un peu l'impression de s'être fait douiller pendant 5-6 épisodes. Quand bien même certains étaient bien et il y avait des bons éléments dans les épisodes les plus mauvais. Et c'est pour ça que je dis que c'est compliqué, parce que d'un côté, il y a des éléments qui sont, je trouve, très bons, valides, et d'un autre côté, la construction globale de la série dessert l'épisode, puisqu'en fait, bah, c'est dommage d'avoir attendu tous ces épisodes-là pour en arriver enfin à quelque chose de plus intéressant, ou plutôt de plus pertinent, consistant sur les véritables sujets de la série, notamment en ce qui concerne les personnages, l'évolution des personnages. Et là, en fait, on a vraiment... Je vais faire un petit bilan, mais en fait, c'est plus une saison 3.5 avec le 0,5 qui en fait, c'est le saut MCU à poser sur cette saison-là. Et donc, pourquoi c'est bien? Parce que là, on se rend compte que Vanessa a réellement évolué seule de son côté en tant que Kingpin, pendant que Fisk était en prison, je suppose, et en convalescence suite à la série Hawkeye. C'est donc elle qui a commandité l'assassinat de Foggy dans l'épisode 1. Et c'est là aussi où c'est très bizarre, c'est qu'en fait on a l'impression d'avoir une parenthèse pendant 5-6 épisodes, et qu'on revenait enfin aux éléments centraux de l'épisode 1, qui ont quand même lancé cette nouvelle saison, mais uniquement à l'épisode 7. C'est quand même extrêmement déroutant comme procédé. Et aussi c'est compliqué parce qu'on sent qu'il y a aussi des éléments qui ont été pas très bien travaillés. Je pense notamment à l'évasion de Bullseye, qui se fait vraiment d'une manière assez facile, même si bon, c'est assez stylé dans le glauque de la façon dont il se libère. Donc on sent que son évasion a été tournée très vite, avec dans des scènes assez restreintes, assez entre guillemets anxiogènes en termes de plan de caméra, en termes d'ambition de scène. Et aussi les personnages secondaires qui peinent à prendre réellement de l'ampleur, et en fait ils en prennent réellement à cet épisode-là, sauf qu'on est à l'épisode 8, c'est un peu tard en fait pour ça. Je pense notamment au Daniels, le second de Fisk qui devient son adjoint attaché de presse. Et lui, encore une fois, comme je l'ai dit, son parcours est intéressant parce qu'il voue une véritable loyauté sincère à Fisk. Donc comment ça va finir, sa relation avec lui, c'est intéressant. Et pareil, là on le développe un peu plus, ce qu'il veut, ses aspirations, et c'est intéressant d'enfin donner un petit peu de consistance et d'envergure aux personnages secondaires. Sauf qu'encore une fois, on est à l'épisode 8. Pareil pour la nièce Ulrich. Donc Ulrich, j'espère que je le prononce bien, mais c'était le journaliste qui avait écrit des articles diffamatoires, enfin à charge plutôt, sur Fisk, et ce dernier est venu lui rendre une petite visite, et là, lui a réglé son compte. Et de fait, il y a un passif qui se crée entre les deux personnages, sauf que ce passif-là, il est enfin évoqué, il est enfin traité, uniquement à cet épisode 8, via évidemment cette fameuse fête qu'organise Fisk, donc le maire Fisk, qui permet voilà, de regrouper tous les personnages et de les faire avancer, de les faire interagir entre eux. Et bah, c'est une excellente chose, puisque comme dit précédemment, ça permet voilà, de enfin donner de la matière à l'évolution des personnages, à leur thématique, à leur motivation, etc. Mais voilà, ça semble encore un peu tard, et on a encore une fois un caméo de Swordsman, donc à voir ce que ça va donner, est-ce qu'il va apparaître pour le final, est-ce qu'on va le voir réellement en action, autre que par les petites posts vidéo qu'on a eu plus tôt dans la série. Donc vraiment la scène du bal, je l'ai trouvé bien, comme je l'ai dit, pour toutes les raisons scénaristiques et narratives que j'ai évoquées, mais je trouve en même temps qu'elle traîne un peu en longueur. Là où
c'était clairement le moyen, et c'est ce qui se passe en fin d'épisode, de faire monter une tension de manière graduelle, eh bien je trouve qu'elle peine un petit peu à se lancer, et la tension on la ressent vraiment qu'à la fin, quand on a la fameuse révélation que Vanessa est en réalité la véritable commanditaire du meurtre de Foggy, par Bullseye, et Bullseye qui revient se venger en tentant d'assassiner Fisk, qui est donc sauvé par Matt Murdock au dernier moment. Et c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça fait écho à ce qui s'était dit juste avant dans la prison. Vous les gentils, vous devez protéger vos pires ennemis, c'est ce qui fait de vous des gentils. Et là en l'occurrence, Matt s'est sacrifié en quelque sorte pour Fisk, même si bon, on va pas se cacher, on n'y croit pas du tout en termes de cliffhanger. Il va survivre, hein. Aujourd'hui Daredevil c'est vraiment une tête d'affiche, en plus il reste un épisode, évidemment qu'il va pas mourir et à mon avis le fait qu'il soit blessé, cela va sûrement être l'excuse pour qu'il demande de l'aide à d'autres super-héros, parce qu'il va être extrêmement blessé, il va pas pouvoir aller à fond, etc. Mais nous verrons bien. Aussi, j'ai bien aimé au début la réconciliation entre guillemets de Fisk et de Vanessa, et la fracture que commence à se faire entre Isler, j'ai retenu son nom, la psychiatre, et Matt Murdock. Donc là, on a les deux couples qui finissent par évoluer et avancer. Et c'est là où le bas blesse, c'est que la comparaison est assez en défaveur de Isler, parce que celle-ci est beaucoup moins charismatique et beaucoup moins développée que Vanessa. Et forcément, la comparaison fait mal. Je veux dire, on s'en fout un peu de Isler. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils reviennent avec Karen Page de Matt Murdock. Et c'est encore une fois un autre problème. Elle prend enfin un petit peu plus d'envergure à cet épisode-là, avec sa réelle aversion pour les super-héros, enfin du moins pour les masques. Et c'est dommage de l'avoir autant impliqué et développé son propos et ses aspirations que maintenant, en fait. Ça aurait été intéressant que dès le début, avec la conversation qu'elle a eue dans les épisodes 1 et 2 avec Matt Murdock, elle en parle et la fasse évoluer, la fasse réellement, que le scénario l'implique réellement dans les événements, plus que servir simplement de psychiatre aux autres personnages en fait. Et c'est un peu ça le problème, c'est que sa fonction à elle, c'est juste, c'est son rôle de psychiatre quoi. Que ce soit avec Muse, Matt Murdock ou le Kingpin, finalement tout ce que ça sert, c'est de mettre en avant les évolutions et les sentiments des autres personnages. Alors que elle, finalement, qu'est-ce qu'elle pense réellement, on ne le sait pas. Jusqu'à cet épisode 8, et foncièrement, quand elle se sépare un peu de Matt, on va dire, entre guillemets, quand cette fracture se crée, on n'est pas autant impliqué quand on pouvait l'être avec Karen Page et Matt Murdock à l'épisode 1, quand ils se séparent plus ou moins après le procès de Bullseye. Pourquoi ? Parce que pendant 3 saisons, on a développé Karen Page, en plus dans les premiers épisodes de la saison 1, elle subit directement un drame qui va l'impliquer dans le scénario et va la marquer, et ça va être un véritable moment clé de son évolution. Tandis que là, le moment clé de Isler, c'est vraiment la mort de Muse et le fait qu'elle l'ait tué. Mais comme elle n'a pas eu de point de départ, entre guillemets, le fait d'avoir un point à mi-parcours et cette évolution-là, ça la fragilise un peu en tant que personnage et ça la rend pas très bien développée. Donc voilà, c'est un peu pareil pour tous les autres personnages. Et c'est là où on voit que la nouvelle série a du mal à en créer de nouveaux réellement impactants et intéressants. En dehors de Muse qui malheureusement a été bazardé en 2 coups de cuillère à peau. Donc ouais, je trouve ça dommage. Mais néanmoins, globalement, je trouve que cet épisode montre à quel point devoir faire la suite, ou avoir voulu faire la suite de la saison 3, était vraiment le choix le plus judicieux à faire. C'était vraiment, c'était l'autoroute à prendre, et c'est quand même navrant que Marvel ne s'est pas dit cette chose aussi évidente, aussi basique, pour faire une saison 4, à la fois pour eux très sûre, très sécuritaire, donc facile à, entre guillemets, à conduire comme production, et faire plaisir au public et avoir vraiment la digne suite de ce qu'on a attendu depuis 8 ans maintenant. Et en fait, ils ont rétracté à mi-parcours, et ça se ressent parce que pendant 5-6 épisodes, on se fait un peu chier, c'est pas très ouf, il y a quelques fulgurances, etc. Enfin un épisode 8 qui reprend vraiment les fils conducteurs et les intrigues de la saison 3, qui les poursuit ici, et ça fait très rattrapage de dernière minute, encore une fois. Là on apprend dans cet épisode 8 que Matt Murdock et son enquêteur, j'ai oublié son nom, l'ancien flic, ont enquêté, évidemment, ont essayé de trouver qui a commandité l'assassinat de Foggy, et vous allez pas me dire qu'on en parle uniquement à l'épisode 8, alors que c'est quand même l'un des personnages les plus importants qui décède aux yeux de Matt Murdock, qu'on a suivi pendant 3 saisons, et on n'en reparle que maintenant. Et c'est extrêmement dommage, en fait. Il aurait fallu que toute l'affaire de Muse, de White Tiger, soit liée de près ou de loin aux activités de la Kingpin et de l'assassinat donc de Foggy. Ça aurait été beaucoup plus pertinent, dans le sens où on aurait vraiment créé une attache émotionnelle entre Matt Murdock, son implication et l'intrigue générale. Globalement, au niveau réalisation, on sent aussi qu'il y a un petit glow-up, d'une part par la mise en scène technique, et ça je trouve ça vraiment très intéressant de le faire. Je pense notamment au swap de couleurs quand il y a Bullseye dans l'écran,
quand tout l'écran devient bleu, ce qui implique vraiment la dangerosité de Bullseye parce qu'en fait on se focalise uniquement sur lui et les éléments qu'il utilise pour tuer ses victimes et ça rend extrêmement bien à l'écran. Il y a aussi le moment où les barres de cadre noir se rapetissent de plus en plus pour souligner le fait qu'il est en train de viser quelqu'un dans une lunette et aussi le fait qu'il vise extrêmement bien, qu'il est un tireur d'élite hors pair. Et bien ça souligne cet état de fait étant donné que c'est uniquement quand c'est lui qui tire que les bandes noires se rétrécissent. Et évidemment les effets, on va dire, de fisheye avec les sens ultra développés de Matt Murdock qui écoute les conversations à droite à gauche. Ça encore une fois c'est toujours autant réussi et ça permet également de jouer un peu avec les conversations qu'il doit avoir actuellement, à la fois envers sa copine Isler et avec Fisk quand ils discutent en fait par interposer parce que Fisk il est au courant de ses sens super développés, donc c'est encore une fois c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment ce côté je parle sous le masque en utilisant mes secrets comme l'évoque Fisk dans la conversation à la fin donc de la danse. Les secrets ont tendance à nuire à notre santé, c'est pas bon d'en avoir. Donc encore une fois, il y a plein de petits éléments techniques qui viennent souligner par la mise en scène les petits éléments et les petites thématiques de la série. Donc en l'occurrence les secrets, les masques, le pouvoir de Daredevil, qui ne payent pas de mine comme ça fait pas non plus de grands épisodes, mais qui lui permettent de maintenir une identité à la série, une constance qualitative qui fait plaisir parce qu'il y a un petit sens du détail. Et donc pour toutes ces raisons, j'ai bien apprécié l'épisode, quand bien même l'attaque de la fête par Bullseye qui veut se venger ou qui veut s'en prendre la Fisk, ça fait encore une fois redite de la saison 3. Donc quand ça va installer de nouvelles choses, ça le fait pas très bien, et quand ça reprend les anciennes séries, finalement c'est un peu que du recopier-coller. Mais bon, là je chipote vraiment, c'est pour faire le chieur. Quoi qu'il en soit, ils ont fait un peu avec ce qu'ils avaient pour la nouvelle équipe créative, et on sait qu'à l'heure où j'enregistre ce podcast, une saison 2 et une saison 3 ont été confirmées, et qu'ils sont actuellement en tournage de la saison 2, donc franchement, si on part de cet épisode qualitatif par rapport aux autres pour les saisons suivantes, franchement, ça me rassure énormément, parce que c'est vrai que là, on était vraiment en dents de scie, c'était vraiment... on ne savait pas vraiment sur quel pied danser avec cette saison. Quoi qu'il en soit, il reste encore un épisode, j'ai pas grand chose à dire d'autre aussi, j'aime beaucoup évidemment l'arc des flics corrompus excessif, et le commissaire qui essaye malgré tout de les contrôler et de les gérer, mais bon, sans succès. Donc ouais, on va voir ce que ça va donner pour cet épisode 9. Quoi qu'il en soit, le cliffhanger était assez esthétique, je l'ai bien aimé. Évidemment, le fait que Kingpin soit blanc et que Vanessa soit rouge, c'est très joli, ça rend bien. Matt Murdock, il pète tout autant le charisme. Charlie Cox fait un boulot incroyable. Donc, ah oui, comment se règle l'histoire de l'amant, je trouve que ça tombe un peu à plat. Parce que bon, j'aurais mis un petit peu plus d'emphase dessus. Néanmoins, je trouve ça quand même couillu que le caïd ne l'ait quand même pas tué et qu'il cherche vraiment à devenir une nouvelle personne. Mais en même temps, d'un côté, je me dis que, maintenant que j'y réfléchis, finalement, le Kang, à l'heure où je vous parle et au moment de l'épisode 8, concrètement, il n'a rien fait à Daredevil. Depuis la saison 3, j'entends, mais il n'a jamais rien fait d'hostile à l'égard de Matt Murdock / Daredevil. Tout ce qu'il a fait pour l'instant, c'est d'inviter sa copine et lui à sa fête. Finalement, on se dit, mais à quoi ça a servi tout ça? Il y a un peu ce côté, on nous a promis une dualité, une nouvelle confrontation Fisk-Daredevil, et finalement c'est Vanessa la méchante, donc en fait c'est envers elle la réelle confrontation à la fois idéologique et politique. Donc ouais, c'est très étrange. Je sais pas trop sur quel pied danser, parce que d'un côté je me dis, ah c'est intéressant, ça permet un peu de rabattre les cartes. Effectivement, on s'attendait pas vraiment à ce que ce soit Vanessa qui ait commandité l'attentat de Foggy, enfin le meurtre de Foggy. Et d'un autre côté, je me sens un peu douillé, parce que la série nous a quand même vendu un duel Fisk-Daredevil, et en fait c'est un duel Daredevil-Vanessa. Alors ma question, est-ce qu'au début de l'épisode 9, Vanessa va mourir, et ça va enrager Fisk, qui va redevenir le caïd d'éther qu'on aime tous, en tant que le caïd qui est impitoyable et prêt à tout, et qui va vraiment lancer un arc Devil's Reign, comme dans les comics. À voir. On attend toujours la réapparition de Punisher, j'ai pas oublié. Vous avez intérêt à me le faire revenir. Sinon, c'est moi qui vais venir en Punisher et qui vais venir dans vos studios, les gars. Faites gaffe. Bref, pour résumer, des personnages secondaires qui ont trop tardé à se développer, une bonne réalisation qui a clairement glow up pour cet épisode 8, et enfin la réelle suite des intrigues laissées en suspens dans la saison 3 qui fait plaisir, mais qui donne un aspect parenthèse, voire filler au reste des épisodes qu'on a eu. C'est pour ça que l'épisode est très compliqué à évaluer dans mon appréciation personnelle. Je l'ai bien aimé, mais d'un autre côté, je l'ai un peu déprécié pour toutes les raisons que j'ai évoquées, et du fait que on sent clairement que cette saison, Marvel a fait un retour en arrière pendant la production de la saison, là où en général ça se fait plutôt entre les saisons ou entre les films d'une trilogie, etc. Donc pour toutes ces raisons, j'espère que l'épisode 9 va vraiment
Dans le pire des cas, au moins nous envoyer du bon van service pour finir sur une note un petit peu plus satisfaisante. Quoi qu'il en soit, pour un premier bilan, c'est très chancelant et on ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Quoi qu'il en soit, je serai présent pour l'épisode 9. Moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Prenez soin de vous. Ciao!